Donc tout de suite, en fait, pour amorcer un petit peu le débat avec la salle, je vais donner la parole à chacun de nos trois candidats de la région pour aborder un sujet qui leur tient particulièrement à cœur. Je vais réagir en petit préalable à ce que vient de dire Pierre-Yves, parce que j'étais en Alsace cet été, je suis à moitié alsacienne, et il y avait un barrage hydraulique qui était en déshérence et qui était en train d'être reconstruit. Donc les barrages, c'est aussi une grande question européenne, puisqu'on nous parle de privatisation et on est en train d'aller vers ça en France, alors qu'en fait c'est un de nos grands joyaux en termes d'énergie. Et ce qui m'a frappé, c'était un petit barrage donc, qui était en train d'être reconstruit. Alors c'était l'électricité de Strasbourg, c'est encore un petit peu différent en Alsace. Et qui le reconstruisait? J'ai appris par une amie du village que c'était des Italiens. Qui venaient tous les lundis, ils repartaient le week-end. Je parle de l'Alsace, hein, c'est pas à côté de l'Italie. Et c'était exactement l'exemple parfait des travailleurs détachés, les villageois qui ne comprenaient pas pourquoi c'était les Italiens qui venaient. Donc voilà, ces questionnements aussi de la façon dont on met les gens les uns contre les autres de cette manière. Voilà, c'était pour moi un exemple parfait du problème qu'on a et de la façon dont l'Europe rejoint le local, le plus local. C'est un village de 100 personnes. J'ai grandi, je suis née en 72, j'ai grandi dans les années 80. Dans les années 80, on avait encore, je pense, assez largement en France, l'idée d'un certain rêve européen. À la fin des années 80, on nous proposait, on nous promettait, Jacques Delors était président de la Commission européenne, une Europe sociale qui allait venir, qui allait advenir. Et moi j'y croyais, voilà, j'étais un petit peu dans cette ambiance-là. La solidarité, il y avait aussi des transferts d'argent public européen vers les nouveaux arrivants, le Portugal, l'Italie, la Grèce, qui en profitaient. C'était de l'argent public européen qui venait, et donc on avait l'idée qu'on allait avoir une certaine solidarité entre ces nouveaux pays qui étaient quand même plus faibles, plus fragiles économiquement, et les grands fondateurs de l'Union européenne. Et puis on arrive 30 ans plus tard avec je pense aussi à mes étudiants, puisque je suis donc à l'Université d'Orléans, qui ont encore quelque part cet idéal européen aussi, qui aimeraient y croire et qui commencent quand même un peu plus que moi à se poser des questions, mais qui ont cette idée toujours. Et c'est aussi ça, le fait qu'il l'ait encore et qu'ils y croient encore, qui moi me met encore plus en colère. Parce que c'est cette image que j'ai du rêve européen qui a été dévoyé complètement. Alors le verre était dans le fruit dès le départ, parce qu'effectivement les institutions elles n'étaient pas faites comme il fallait au départ, mais il y avait quand même cette potentialité qu'on a totalement laissé tomber à partir du début des années 90. On a parlé de Maastricht tout à l'heure. C'est pas un hasard que seuls 51% des Français, c'était quand même très très juste, et voter pour, on était déjà en train de se poser des questions et on avait raison. Donc ce fossé qu'il y a aujourd'hui entre ce qu'on nous avait promis, ce à quoi on pouvait croire, et les réalités et la direction dans laquelle on va. Cette réalité-là, Pierre-Yves en a parlé, hein, c'est cette compétition économique et fiscale entre les pays, la domination des plus forts, les intérêts de l'Allemagne, le fait que l'euro soit fort, c'est aussi ça va complètement contre les intérêts des pays du Sud. Donc c'est ce type de fonctionnement qui nous monte les uns contre les autres, alors qu'on est capable de faire dans la coopération, on est capable de faire dans la solidarité, et on l'a montré dans les années 80 jusqu'à un certain point. Il a été question aussi, quand on a parlé d'élargissement avec les pays est-européens, d'un plan Marshall. Ça n'a jamais été mis en place, évidemment. C'était beaucoup, hein, il y avait 10 pays d'un seul coup, c'était pas la même chose que juste le Portugal qui arrive et la Grèce, mais c'était une possibilité malgré tout. Il aurait fallu une volonté politique totalement beaucoup plus ambitieuse, mais en même temps, pourquoi pas. Donc cette Europe dévoyée avec la compétition à tout craint, les droits humains, les valeurs fondamentales que l'Union européenne aime, dont elle aime à se draper, quand on voit la façon dont ils sont bafoués, dont on accepte qu'ils soient, pas nous, mais dont on accepte qu'ils soient bafoués
Pologne, aujourd'hui en Italie et en France. Donc les discours anti-Salvini de Macron aujourd'hui, évidemment, n'ont absolument aucun sens quand on voit ce qu'il a fait lui-même, et ça a été très bien dit tout à l'heure. Voilà, c'est un autre aspect qui devient absolument inacceptable et qui me met en colère. C'est pour ça que j'étais candidate aux élections européennes. Donc cette honte et cette banalisation de l'extrême droite, c'est aussi à nous de l'empêcher, de faire en sorte qu'on remette les choses à leur place, les valeurs fondamentales de la France et de l'Union européenne à leur place, au centre des choses. C'est nous qui avons la position la plus raisonnable et la plus raisonnée dans cette campagne. On a d'un côté Macron avec toute Europe. L'Europe c'est bien, point. Aucune question, aucun raisonnement critique, on va y aller. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et puis le anti-Europe, nationaliste, c'est mauvais, point. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On a une position avec un vrai horizon. Et on est aussi réaliste. Je dis ça, c'est un petit pic aussi à ceux qui sont censés nous être proches, qui nous disent qu'on peut arriver à une Europe sociale, à une Europe écologique, en restant dans les traités actuels. Et ça, c'est complètement irréaliste. C'est tout simplement pas faisable. Donc nous, quand on propose un horizon de progrès social et écologique, on veut l'atteindre, cet horizon. On veut y arriver. Et on sait que pour y arriver, il faut qu'on sorte des traités. Il faut qu'on les remette en question. Avec d'autres Européens, c'est pour ça qu'on est Européens, avec maintenant le peuple et les différentes forces qui ont été présentées. Et donc on a ces positions réalistes. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'on mette en avant dans cette campagne. Bonjour à vous. Je suis donc Eric, j'arrive d'Amboise, en Touraine. Je suis cheminot, j'ai 51 ans. Et je suis aussi syndicaliste, élu à la ville d'Amboise. Et je dirige aussi l'union locale. Donc moi, mon cheval de bataille, c'est le service public, que ce soit la SNCF, la santé, la poste. Je me suis battu ce matin. Ce matin, mon collègue a été défendre une poste, un bureau de poste contre sa fermeture. Moi, ça fait des années que je me bats pour chez moi, il est transformé en agence postale. Ça dépend, c'est dans un café ou dans une épicerie. On vient chercher son colis dans un truc qui n'a plus rien à voir qu'un bureau de poste. Voilà. Donc, et puis je me bats aussi pour la santé. Il y a 15 jours, j'étais au Blanc, où il y a eu un rassemblement. Il y a un mouvement qui lutte contre la fermeture de la maternité du Blanc. Et donc j'étais avec le t-shirt rouge, le blanc voire rouge, ça s'appelait. Donc on était 3000 personnes à lutter à protester contre la fermeture soi-disant temporaire de la maternité du Blanc. Le Blanc, c'est dans l'Indre, c'est à 1 heure de Châteauroux, à 1 heure de Poitiers, à un peu moins d'1 heure de Châtellerault, pour vous situer. Donc les personnes qui accouchent, on met 10 minutes, mettez 10 minutes pour aller, quand ils habitaient au Blanc, à la maternité. Maintenant, ça sera 1 heure, en voiture. Et comme a dit Antoine Jourmand, à 80 km/h, ça ne va pas arranger les choses. Donc voilà, parce que moi j'ai connu ça en Amboise, la fermeture de la maternité. Ça s'est transformé en centre de périnatalité. Et alors c'est un centre de périnatalité, c'est ce qui permet aux femmes, une fois qu'elles ont accouché, de revenir, d'être dorlotées par des infirmières pour pas qu'elles soient encore dans l'usine, ce qu'on appelle les usines à bébés, où ils accouchent, ce qui est devenu l'hôtel Bretonneau à Tours. Donc voilà, et nous, ils voulaient fermer l'année dernière, ils voulaient supprimer le centre de périnatalité. Soi-disant parce qu'ils ne trouvent pas assez de pédiatres. Et c'est le même combat qu'il y a au Blanc en ce moment. Voilà. Donc moi je me bats contre cette Europe qui détruit, parce que dans le traité de Maastricht, dans le TCE qui a été annulé, dans le traité de Lisbonne, qui a remplacé le TCE, il n'y a pas la notion de service public. Ils veulent, tout à l'heure j'entendais parler les professeurs, les enseignants là, sur la recherche,
On a la même chose dans tous les services publics, hein, que ce soit la santé, la poste, la SNCF, on l'a vu il n'y a pas longtemps, pour nous, pour les cheminots. Donc en fait, ils cassent tous les services publics pour la concurrence libre et non faussée. Les RATP sur la sellette. Oui, mais la RATP et l'EDF, on ne parle plus. L'ONF, pardon. Excusez, je n'avais pas compris. Donc voilà, tous les services publics petit à petit sont détruits. Là, on vient d'apprendre qu'ils vont supprimer, enfin on vient d'apprendre, dans le programme de Macron, il y avait 100 000 suppressions de postes de fonctionnaires en 5 ans. Donc il se met à la tâche, là il va supprimer 2600, j'ai entendu 2400 dans l'enseignement, la LPE, tous les services sont visés. Et tous les services publics qui rendent service au public, à vous tous, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos anciens, sont atteints par la politique européenne. Donc quand il n'y aura plus de train pour aller à la métropole, pour enseigner, pour aller suivre les cours, on sera obligé de prendre la voiture, ou le bus Macron. Et moi je suis pour l'égalité des territoires. Et effectivement, tout à l'heure quelqu'un a dit depuis Bruxelles, on ne sait pas ce que c'est que Bourges, mais on sait encore moins ce que c'est que le Blanc. Parce que le Blanc, ça ne pèse rien, quoi, depuis Bruxelles. Il y a Vierzon aussi. Et il y a Vierzon, je sais qu'également à Vierzon, il y a des soucis au niveau également de la maternité qui est aussi attaqué. Mais ils visent tous les petits territoires. Alors, je ne dis pas que Vierzon c'est un petit territoire, mais les petites maternités, ils sont appelés à disparaître parce qu'il faut que ça soit rentable. C'est la seule chose qui compte pour l'Europe. Donc c'est pour ça que c'est un de mes combats et c'est pour ça que je me présente en fait. Pas que pour ça, mais c'est l'un de mes... Parce que ça me tient à cœur. Quoi. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Il y a plein de choses évidemment qui ont été dites que j'aurais pu dire et auxquelles je souscris bien évidemment. Merci à tous d'être venus, d'avoir sacrifié un samedi après-midi pour faire de la politique, c'est pas toujours évident. Mais voilà, je voulais saluer quand même ce geste courageux par les temps qui courent, c'est parfois assez rare. Moi, en quelques mots, les raisons pour lesquelles je suis sur la liste maintenant Le Peuple, soutenu par la France Insoumise. Je disais tout à l'heure, j'ai une histoire ancienne avec cette Union Européenne et de lutte contre cette Union Européenne que j'ai toujours considérée comme un mensonge éhonté. Ça a été rappelé par Pierre-Yves tout à l'heure, c'est-à-dire le dévoiement d'une idée que l'on peut situer au XIXe siècle avec Victor Hugo, les États-Unis d'Europe, qui était un vrai rêve européen, qui était un rêve de paix dans un continent qui était ravagé régulièrement par des guerres dans tout l'Ancien Régime et dans le XIXe siècle. Il y avait l'idée effectivement de faire un continent où les peuples, où l'Allemagne et la France seraient sœurs. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait ça. Donc ça correspondait à un projet politique, en tout cas un rêve politique. Et ce projet-là, il a été dévoyé, récupéré, dans la seule optique d'organiser le libre-échange, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au seul profit des États-Unis. Voilà. Pour faire simple, la Charte de l'Atlantique 1941, signée par Churchill et Roosevelt, c'est un texte qui veut rétablir la paix dans le monde, mais sans oublier d'effacer les frontières, les droits de douane, et de tout libéraliser. Donc c'est un projet très ancien, en réalité, et qui est vraiment... basé sur l'idée on va organiser la mondialisation libérale, quoi. Et donc après-guerre, on met en place le Congrès de la Haye, puis le traité de Rome, on met en place ce qui doit devenir un marché commun, où la seule loi finalement qui compte, et on s'en rend compte aujourd'hui, c'est la loi du profit maximum, c'est la seule loi qui compte. Et tout ça sous des habillages de droits de l'homme, des habillages pacifistes, des habillages progressistes. La journaliste tout à l'heure nous disait aujourd'hui La République En Marche, Castaner et tout ça se disent prêts à éventuellement regarder si on ne peut pas adapter les traités européens pour qu'ils soient plus sociaux, etc. Enfin, le coup de l'Europe sociale, on nous le fait à chaque veille d'élection européenne. Tu parlais de Delors tout à l'heure, c'était un des grands discours de Jacques Delors de dire on va faire l'Europe sociale, maintenant on va faire l'Europe sociale. Bon, c'est un peu l'histoire d'un mensonge en réalité, cette Union Européenne. Et quand on relit les traités, je relisais le traité de Maastricht, et j'en viens à la deuxième idée, moi, pour laquelle je suis vraiment vent debout contre cette Union Européenne,
c'est la question de la souveraineté, c'est-à-dire de la démocratie, c'est-à-dire le droit des peuples à décider de leur destin. C'est que les traités qu'on nous impose, d'une manière ou d'une autre, portent en eux la négation de la voix des peuples. Dans le traité de l'Union européenne, le traité de Maastricht, il est dit que la Commission ne doit de compte à personne. Elle n'a de compte à rendre à personne. Elle est indépendante. C'est dit, je ne sais plus quel article. Dans le même texte, il est dit que la Banque centrale, elle est indépendante. Elle ne doit de compte à personne. C'est-à-dire, la vérité, c'est que l'Union européenne, elle s'est fait contre les peuples, parce qu'on parlait des bureaux de poste, de la santé, de l'éducation, de la recherche, de la SNCF, etc. Elle se fait contre les peuples, mais elle se fait surtout sans les peuples. Et elle est pensée comme telle. Et le rêve européen de ceux qui la dirigent, le vrai rêve européen, c'est que les peuples ne se mêlent pas de cette histoire-là, qu'ils puissent faire leurs petites affaires juteuses entre eux, et livrer au privé et à la finance des pans entiers des services à la population, etc. Donc moi, la motivation qui est la mienne, c'est celle-là, je dirais, c'est continuer à brandir ce flambeau qui malheureusement a été abandonné par les forces politiques de gauche aujourd'hui. C'est le flambeau du respect de la parole populaire, du respect de la dignité des gens. On est dans un département qui a voté à 56% contre le traité de Maastricht. Je le rappelle quand même, on est une terre de résistance à l'Union européenne ici. Plus de 60% contre le TCE. Eh bien, je dirais ce flambeau-là, aujourd'hui, dans le Cher, dans la région centre et en France, c'est la France insoumise qui continue à le tenir haut et fort. Résistance.